Notre univers quotidien est peuplé d'objets usuels et familiers. Tous les jours, nous sommes amenés à utiliser, manipuler, évaluer, manœuvrer, toucher différents objets chargés de remplir une ou plusieurs fonctions. Ces objets, même dotés d'un fort contenu technique, doivent aussi communiquer par leur aspect, leur couleur, leur toucher, leur forme, avec un consommateur qui appartient de moins en moins à des groupes socio-culturels homogènes. Voitures, équipements de la maison, articles de sport et de loisirs, outils de travail, par-delà les clivages sociologiques, l'objet est, aujourd'hui, une référence commune à tous. Ces objets, comment naissent-ils? Qui en a l'idée? Qui les conçoit et qui les fabrique? Mais au fait, quel est le début? Le génie d'un ou de plusieurs inventeurs? Parfois. Le progrès technologique, ou plus prosaïquement l'expression d'un besoin au travers d'études marketing qui font émerger les tendances, les goûts, les attentes des consommateurs. Il faudra séduire un acheteur de plus en plus sollicité et versatile en se montrant créatif. Le mot est lâché. Qui dit produit nouveau dit recherche d'idées et création. Tout commence donc par une réflexion créative. Cette réflexion peut être le fruit d'une seule personne, inventeur, designer, ingénieur, artisan, consommateur. La créativité peut être aussi suscitée, stimulée par des brassages d'idées dans des réunions de brainstorming qu'on peut traduire par tempête de cerveau ou plus poétiquement par remue-ménage. Tous les moyens pour contourner les traditionnels obstacles à l'imagination sont possibles. Les associations mentales, les techniques de jeu par exemple. Partant de l'énoncé d'une ou de plusieurs fonctions à assurer, il faut explorer le thème, jeter sur le papier les idées qui traversent l'esprit sans ordre ni retenue. La diversité des participants, la liberté de ton, mais aussi le talent de l'animateur de séance sont les garants d'une vraie créativité. Les idées sont associées, confrontées, puis finalement analysées, organisées en concept, en orientation générale. Peu importe l'origine de l'innovation et la façon collective ou non d'aboutir. L'essentiel est maintenant de motiver et faire adhérer l'équipe chargée du projet et traduire cela dans le concret. Donc, premièrement, il va falloir travailler sur le feu. Car l'objectif est de concevoir un objet qui trouve sa place dans le monde réel, avec ses contraintes de réparabilité, de fiabilité, de sécurité, ses exigences de recyclabilité, de compatibilité. Par exemple, s'adapter au diamètre d'une pièce de monnaie. Rares sont les produits qui ont pu imposer un nouveau standard, alors mieux vaut appliquer les normes et réglementations. Ce qui peut apparaître comme un frein à la créativité s'avère rapidement être un atout de qualité et une condition au succès du produit. Il faut aussi penser à l'après-vie du produit, c'est-à-dire à sa récupération d'abord, puis ensuite à son recyclage. Une conception réfléchie aidera à une meilleure séparation des pièces, puis à la réutilisation des matériaux constitutifs. Il serait illusoire de prétendre pouvoir faire l'économie de ces notions, qui d'ailleurs sont souvent des prescriptions légales, sans affecter la commercialisation du produit et son acceptation par le consommateur. Ces contraintes techniques, économiques, réglementaires sont consignées dans un document qui guidera la démarche de création jusqu'à la mise sur le marché et au-delà. C'est le cahier des charges. L'élaboration du cahier des charges est le premier acte commun des partenaires de l'approche rationnelle de la gestion de projet que nous appellerons l'ingénierie concourante. Pour éviter les fausses pistes, les retards et retours en arrière coûteux, il est important que tous les partenaires soient impliqués à ce stade du projet.
Les évolutions rapides des modes de vie, des besoins, des goûts, mais aussi la concurrence accrue et la nécessaire optimisation des coûts obligent à raccourcir les délais de production et de conception. Il faut concevoir vite et bien. Et pour qu'une conception soit rapide et sûre, il faut que tous les acteurs de la création de produits soient présents dès le début. Et le début, c'est le cahier des charges. Le service marketing réalise des études de marché et des enquêtes pour identifier les besoins, les tendances, les goûts, les attentes des consommateurs, évaluer leur réceptivité au projet. Les designers s'imprègnent du projet et réalisent des planches de tendance et des études critiques de la concurrence et de l'existant. Les fournisseurs matières, par exemple, partenaires dès la conception, apportent leurs compétences et moyens d'essai et actualisent les banques de données matières. Le service développement et études apporte son expérience de la conception et travaille les premières esquisses par ordinateur. Le laboratoire de recherche et essai propose les solutions nouvelles pouvant être envisagées pour ce produit. Le service qualité établit le canevas des spécifications et réglementations à respecter. Il s'inquiète également de la recyclabilité du produit. Le département production et le service achat recensent les possibilités de réalisation des outillages. Ils démarchent leurs sous-traitants et définissent les grandes lignes de leur participation. La direction commerciale fait l'inventaire des contraintes liées à la mise sur le marché intérieur et extérieur avec le service export. Le bureau juridique examine les antériorités pour éviter les contrefaçons et prépare le dépôt de brevets, de marques ou de modèles. Le service après-vente doit veiller à la facilité de réparation et d'entretien du produit et prévoir par exemple la production des consommables qui devront être vendus en complément, filtres, cartouches, sacs, cordages. Le service communication envisage déjà la campagne de publicité et analyse le positionnement du produit face aux gammes existantes. Il étudie la présentation du produit et son conditionnement pour la vente. Les graphistes élaborent la charte graphique qui identifiera le produit et portera l'image de la société. Le partenariat production représente notamment les sous-traitances à mettre en place pour la réalisation des outils de production, l'assemblage, les composants préfabriqués. Les techniques d'analyse de la valeur permettent à chacun d'avoir une vision critique des technologies ou des produits existants et d'émettre des propositions constructives applicables aux produits en cours d'élaboration. Les idées émises lors du brainstorming devront passer au crible de ce cahier des charges et il est temps de proposer des solutions. Mais avant tout, le produit va d'abord naître virtuellement. Les progrès de l'informatique permettent aujourd'hui de concevoir des objets ou des ensembles virtuels. Ces objets n'existent pas, mais on peut les voir, les mettre en situation, commencer les validations esthétiques, de résistance mécanique et même simuler leur fabrication. On modifie aisément les formes et les épaisseurs. On voit, on évalue, on dimensionne. Étudier des objets qui n'existent qu'à l'écran de notre ordinateur
n'exclut pas un travail plus concret et même manuel du designer et de l'ergonome. Il s'aide de maquettes simples en mousse, en carton ou feuilles de plastique collées pour définir les dimensions et formes, ou la maniabilité d'un produit. Ces données serviront au dimensionnement du prototype virtuel. Spécialiste des matériaux, le fournisseur matière accompagne cette phase de développement. Il dispose de moyens de conception et d'analyse imposants. Il peut notamment proposer de nouveaux grades ou de nouvelles formulations adaptées à l'application envisagée. Les images virtuelles générées par ordinateur peuvent éventuellement déjà être exploitées par le marketing dans des conceptions de plaquettes qui serviront à des études prospectives de marché plus fines. Mais il est frustrant de ne voir le produit qu'à l'écran et de ne pouvoir le manipuler et le mettre en situation parmi les produits concurrents. Pour mettre l'idée en matière, il faut passer au prototype de forme. Les prototypes de forme sont encore très souvent réalisés en mousse, en bois, en résine ou à partir de feuilles de matière plastique. Mais on peut aujourd'hui fabriquer un prototype à partir de sa définition virtuelle et des fichiers informatiques. Cette technique dite stéréolithographie consiste à solidifier la forme d'un objet dans un bain de matière photopolymérisable à l'aide d'un laser. Cette opération est ici réalisée chez le partenaire Matière. Dans un bain de matière acrylique, le rayon laser solidifie, sous son faisceau, couche après couche, la matière laissée au-dessus du plateau métallique, créant ainsi, tranche par tranche, un objet matériel. On voit ici, en vue accélérée 3 fois, la sortie du bain de matière plastique d'un prototype de lunettes. Ce prototype de pédalier de voiture, comparé ici à la pièce noire telle qu'elle est montée en série sur véhicule, permet de mieux apprécier la fidélité de la maquette stéréolithographiée. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, ces maquettes mousse, bois ou stéréolithographiées ne permettent pas d'essais ou de tests, car la matière et le procédé de fabrication ne sont pas représentatifs de la réalité. Elles vont cependant, et seulement, permettre une validation d'estime. Cette validation d'estime permet d'évaluer la prise en main, les volumes. On compare l'objet aux esquisses du début. Le service étude peut l'utiliser pour en faire une approche de l'encombrement, du montage des pièces et commencer les dessins de définition des montages de test. En collaboration avec les services techniques et marketing, le groupe communication peut commencer à travailler son argumentaire. À titre d'exemple, dans le cas de ce verrou, l'argumentation commerciale portera sur la séparation des fonctions aspect, reposant sur les pièces plastiques et sécurité, passant par des pièces métalliques. L'ensemble mécanique fonctionnel a été reconçu et devient ainsi autonome. Le capotage peut plus facilement s'adapter à la décoration intérieure de l'habitat. L'emballage ou la présentation du produit devra clairement expliciter ce concept au consommateur. Le service juridique va pouvoir envisager plus précisément la protection par brevet ou le dépôt de modèles. Avec le service marketing, il doit notamment définir le champ d'application des brevets. À ce stade, comme à chaque étape du processus de conception, il importe de prendre en compte les commentaires de chaque partenaire et de faire évoluer le produit pour augmenter son indice de satisfaction. Une fois le produit abouti, on va pouvoir en produire quelques exemplaires plus représentatifs par la matière, le montage, l'aspect, le toucher et surtout le mode de fabrication du produit final. C'est l'étape de prototypage de pré-série. Le produit a beaucoup évolué depuis les idées de départ.
On cherche à préfigurer au plus près ce que sera la production en série par le réalisme des matières et des procédés de fabrication. À ce stade, le produit est proche de son état final et les modifications après essai ne devraient être que mineures, car nous entrons dans des phases plus lourdes en temps et en argent. Pour les moules d'injection par exemple, on peut les fabriquer par coulée d'alliage à bas point de fusion ou par usinage à commande numérique d'aluminium ou d'acier non traité. Ces moules, généralement faits pour produire en petite quantité des pièces une par une, vont permettre d'optimiser les paramètres matière et les conditions de production, température d'injection, temps de cycle, facilité de démoulage. Quelques centaines de pièces vont ainsi être distribuées à tous les partenaires qui devront, après évaluation, formuler leurs commentaires critiques. C'est la phase de validation, d'homologation et d'optimisation. Cette étape, qui précède la production, a pour objet de confronter le prototype de pré-série au cahier des charges. La mise en production est subordonnée à l'avis de chacun et exige une adhésion générale. Les responsables de production font les dernières simulations et poursuivent l'optimisation des procédés de fabrication. Le service essai teste les pièces pour s'assurer de la conformité au cahier des charges. On vérifie ainsi que les ruptures de pièces se situent bien au-delà des valeurs minimales fixées. Les essais en conditionnement réel sont parfois indispensables et surtout plus réalistes. Quelques ajustements matière sont encore possibles. Le service après-vente peut tester les fonctions entretien et maintenance, comme le changement d'un filtre sur ce prototype d'outillage portable. Les responsables qualité confrontent le produit aux réglementations ou normes en vigueur, aidés en cela par des laboratoires indépendants spécialisés. Il évalue les durées de vie des produits ainsi que la sécurité d'emploi dans les conditions normales d'usage. Le service achat fait le bilan économique de la production avec ses fournisseurs et ses sous-traitants. Il lance les premiers appels d'offres pour les outils et les matières. Par rapport au matériau. À combien on se situe ici? Là, à peu près? Par là? Voilà, c'est ça. Le marketing valide le positionnement du produit face à la concurrence et aux tendances du marché. Il fait la synthèse d'enquêtes menées auprès de clients ou de consommateurs. Élastique. Ouais, si. Je sais pas si celle-là ont été montrées. Pour le vert bleu. Et ça, au niveau com, on a déjà les tirés. Hein, donc ça, ici, on va sortir sur la bleue ici. Par contre, C'est à l'issue de cette phase de validation que sont déclenchés les investissements lourds de production. Fabrication des moules, des outillages, des emballages, organisation des chaînes d'assemblage ou de conditionnement, définition de robots, impression de notices techniques et de documents publicitaires. Tous les partenaires de la conception par ingénierie concurrente ont rendu leur copie et donné leur avis. Cette fois, on peut lancer la réalisation des outils de production. Nous voyons ici la fabrication de moules d'injection de matières plastiques. On utilise des aciers à très haute propriété mécanique, capables de résister pendant la production de centaines de milliers, voire de millions de pièces. Ces moules sont réalisés par usinage par commande numérique ou par usinage par électroérosion à partir des formes définies à l'ordinateur. Les géométries des empreintes sont finalisées à partir des essais sur les moules prototypes.
L'électroérosion, qui usine par micro-arrachement de métal, permet un usinage de forme très fine et précise, quelle que soit la dureté de l'acier utilisé. La commande numérique de ces machines leur assure souplesse d'utilisation et productivité. On assiste ici à un changement automatique de montage de pièces et d'électrodes. Cette même technique de commande numérique s'applique à l'électroérosion infime. Les moules d'injection sont des ensembles très complexes et une bonne conception de la pièce dès l'origine peut faire gagner en fiabilité lors de la production et en temps d'usinage. On voit ici la mise en place automatique du film après un changement de pièce. Les outillages sont livrés et assemblés sur les sites de production pour la phase de production en série. La production en série n'est pas nécessairement réalisée dans un seul et même lieu. La tendance est plutôt à confier la production à des entreprises sous-traitantes spécialistes. Injection des pièces plastiques, fabrication de sous-ensembles mécaniques, décor de pièces, etc. Par exemple, ces éléments de fixation de ski sont injectés dans un moule 4 empreintes chez un transformateur de matière plastique. Après leur démoulage par un robot, les pièces sont séparées et stockées. Elles sont statistiquement contrôlées avant leur départ pour les ateliers du fabricant de matériel de ski, où elles seront assemblées avec d'autres pièces métalliques fabriquées chez d'autres sous-traitants. Les pièces sont d'abord dégraissées, puis sérigraphiées. Après séchage à la flamme, les pièces sont dirigées vers les chaînes de montage. Tous les éléments préfabriqués et sous-traités convergent vers les postes d'assemblage qu'il a fallu imaginer dès les premiers instants du projet, au même titre que le produit lui-même. À chaque îlot de montage, la pièce s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Pour s'adapter en temps réel à la demande du marché, sans avoir à créer d'importants et coûteux stocks, la production doit être flexible, c'est-à-dire pouvoir passer rapidement d'une gamme de produits à une autre. Ici, en changeant simplement la couleur de la coque extérieure. Les premières pièces industrielles sortent des chaînes. Mais avant leur mise sur le marché, il convient de vérifier qu'elles sont conformes aux normes et aux réglementations nationales et internationales en vigueur. Des établissements indépendants agréés, qui font les essais dans leur propre laboratoire, s'assurent de la conformité aux normes et aux réglementations nationales et internationales en vigueur. Ils établissent alors les certificats et rapports d'homologation nécessaires. Cette phase est importante car elle peut permettre aux produits d'entrer dans des classes de qualité par des attributions de marques nationales ou européennes, d'obtenir des labels, ou voire plus directement,
dans certains cas, la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché. Le produit est maintenant prêt pour la vente. C'est la mise sur le marché. Son lancement a été préparé dès l'origine du projet par les deux services, marketing et commercial, qui ont pensé les techniques de vente, argumentaire, documentation, emballage, présentoir, et le service communication qui a orchestré la campagne de publicité, la présentation aux détaillants, à la presse. C'est l'instant de vérité. Il appartient au public de juger. Infidèle par nécessité et par intérêt, le consommateur doit être séduit autant par la fiabilité technique de l'objet, c'est-à-dire son aptitude technologique à assurer la ou les fonctions visées, que par son aspect esthétique, son confort d'utilisation, son prix, son respect de l'environnement. Chaque partenaire de la création du produit va suivre sa commercialisation pour en tirer des idées et actualiser les données du cahier des charges du produit suivant qui déjà s'esquisse. Ainsi, les différents partenaires préparent déjà le futur. Il faut repartir sur de nouvelles idées, ouvrir de nouvelles pistes, faire mieux, moins cher, plus vite. Le succès est le fruit d'une étroite coopération dès l'origine du projet entre tous les acteurs de cette aventure qu'est la création d'un produit nouveau. C'est tout l'intérêt de l'ingénierie concourante.